Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va introduire Auth 2 ou bien Auth 2. Alors, c'est quoi Auth 2? Alors, pour comprendre l'utilité ou bien les problèmes résolus par Auth 2, on va prendre un exemple. Alors, supposons qu'un utilisateur de Facebook a besoin d'émettre ou bien de faire des rapports, des statistiques sur ses posts Facebook. Donc pour cela, on a une application imaginaire fictive qui s'appelle Facebook Analyzer. Donc cette application voudrait lire les posts de cet utilisateur Facebook, les posts qu'il a émis pendant, disons, les 12 derniers mois et faire des statistiques sur le nombre de j'aime, de likes, de partages, etc. Donc, pour que cette application Facebook Analyzer ait accès aux posts de cet utilisateur, elle a besoin d'un login et d'un mot de passe pour avoir accès, bien sûr, aux posts qu'elle voudrait analyser. Alors, sans utiliser Auth 2, donc cet utilisateur doit fournir son login et son mot de passe à l'application pour qu'elle ait accès aux posts qu'elle doit analyser. Donc, avec ça, on a un risque. Bon, si on donne son mot de passe, bien sûr, cette application peut effacer tous les posts, peut changer son mot de passe, peut faire des posts inadéquats ou obscènes. Donc la solution, c'est d'utiliser Auth 2. Donc avec Auth 2, je peux donner un accès limité en lecture seule à notre application Facebook Analyzer. Donc elle peut lire les posts, mais elle n'a pas le droit de changer le mot de passe ni de créer des nouveaux posts. Donc avec Auth 2, Auth 2 va fournir ce qu'on appelle un access token, bien un token pour accéder avec un scope. Un scope, ça veut dire une limitation de lire seulement, en read only, de lire seulement les posts sans pouvoir faire autre chose. Alors, Auth 2 recommande l'utilisation d'un Authorization Server ou bien un serveur d'autorisation. Alors, toutes les grosses firmes de l'IT, telles que Google, utilisent leur propre serveur d'autorisation. Donc, pourquoi? Parce que si vous utilisez Google, par exemple, il a des dizaines d'applications. Donc, on se connecte une seule fois, on fait ce qu'on appelle un single sign-on. Et avec cette connexion, on peut accéder à YouTube, à Maps, Google Drive, etc. Donc, Google utilise Auth 2 et a son propre Authorization Server. C'est le cas de Facebook, de Microsoft, etc. Donc, je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer l'utilité et les problèmes résolus par Auth 2. Alors, je vais me placer dans un contexte d'une banque. Alors, dans une banque, nous avons plusieurs applications. Loan App, donc une application pour gérer les crédits. Cards App, une autre application pour gérer les cartes de crédit. Une application pour gérer les comptes, etc. Alors, sans utiliser Auth 2, donc l'utilisateur qui utilise une dizaine d'applications, même plus, donc il doit gérer ou bien sauvegarder pour chaque application un username et son mot de passe. Et toutes les applications devront sauvegarder ou bien gérer l'authentification avec un username et password qu'on stocke dans une base de données. Alors, si on n'utilise pas Auth 2, ça va être très difficile du point de vue de l'utilisateur qui doit se souvenir de tous les mots de passe pour chaque application. Et bien sûr, pour les développeurs, ils vont gérer ça au niveau de chaque application. Donc, la solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un serveur d'autorisation, comme le cas
de Google tout à l'heure est de gérer, bien de déléguer toute la gestion des autorisations au niveau d'un seul serveur qu'on appelle Authorization Server ou bien un serveur d'autorisation. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va découvrir la terminologie Auth 2. Alors, Resource Owner. C'est quoi le Resource Owner? C'est tout simplement l'utilisateur final. Dans notre cas, dans l'exemple de tout à l'heure, c'était le Facebook User qui possède la ressource. La ressource, c'est les posts Facebook qu'il voudrait analyser ou bien faire analyser par notre application fictive Facebook Analyzer. Donc le resource owner, c'est notre utilisateur Facebook. Le client ou bien le client, dans notre cas, le client c'est l'application Facebook Analyzer qui voudrait accéder aux posts afin de les analyser. Donc pour y accéder, doit avoir une permission. La permission doit être accordée ou bien donnée par qui? Par notre Resource Owner qui est notre utilisateur Facebook. Authorization Server. Le serveur d'autorisation, dans le cas de tout à l'heure, c'était donc le Facebook Authorization Server. C'est le serveur d'autorisation de Facebook qui va authentifier notre Resource Owner, qui va donner un access token, une permission d'accès en read-only, lecture seule, à notre client qui est Facebook Analyzer. Donc le Resource Server, c'est le serveur de ressources. Dans notre cas, c'est l'application Facebook qui, elle, abrite ou bien contient des API qui seront consommés par le client. Notre client ici, c'est Facebook Analyzer. Par exemple, si Facebook Analyzer voudrait obtenir la liste des posts, donc il va faire appel à une API telle que GetPosts qui est abritée, qui est donc hébergée dans le Resource Server. Et pour y accéder, bien sûr, le client doit avoir l'autorisation. Alors, les scopes, en français, c'est la portée, ça veut dire les permissions que le client a pour accéder à notre Resource Server. Par exemple, pour le cas des posts, le scope c'était Read Posts. Read Posts, c'est un exemple de scope. Ça veut dire que le client ne peut que lire les posts, ne peut pas faire autre chose. Donc ces scopes-là sont donnés par qui? Par l'Authorization Server, à qui? À notre client, et ce à travers ce qu'on appelle un Access Token. Alors, pour revenir à notre exemple de départ, donc on va appliquer notre terminologie Auth 2 à notre exemple. Donc prenons le Facebook Analyzer App, c'est le client qui veut accéder à la ressource. Le Resource Owner, c'est notre utilisateur Facebook qui veut faire analyser ses posts par l'application Facebook Analyzer. Et le Resource Server, c'est l'application Facebook en elle-même qui contient les API qui manipulent les posts qui seront donc consommés par le client après avoir reçu un access token à partir de Facebook Authorization Server ou bien le serveur d'autorisation de Facebook. Et cette autorisation, elle est donnée à travers un access token. Et cette autorisation, elle a ce qu'on appelle un scope, ça veut dire une limite, une portée. Bonjour à tous. Alors à présent, on va prendre un exemple de flux de Auth 2 pour bien comprendre le fonctionnement de Auth 2.
Alors, nous avons notre application. On va toujours se baser sur l'exemple vu précédemment. Donc, notre application Facebook Analyzer. Alors, j'ai envie d'ajouter un bouton qui est Sign Up with Facebook pour se connecter avec le credential, c'est-à-dire login, mot de passe de Facebook. Alors, pour cela, nous devons contacter le serveur d'autorisation de Facebook. Premièrement, on va faire ce qu'on appelle registration ou bien inscription. Donc, ce client va s'inscrire auprès du serveur d'autorisation de Facebook. Donc, pour cela, ce dernier va demander donc, le nom, le site web, le logo, plein de détails. Il va demander ça à notre client. Alors, une fois il est inscrit, il va recevoir en retour un client ID et un client secret. C'est comme un mot de passe, le client secret. Donc, le Facebook Analyzer va enregistrer, va garder ces deux informations dans un lieu sûr, et à chaque fois où il va communiquer avec le serveur d'autorisation de Facebook, il doit envoyer le client ID et le client secret. Alors maintenant, notre end user, notre Facebook user, c'est le resource owner si vous voulez. Lorsqu'il va utiliser notre application Facebook Analyzer pour faire des états, donc il va cliquer sur ce bouton. Ce bouton, bien sûr, il a été créé suite à l'opération d'inscription. Alors, lorsqu'il clique sur le bouton Sign Up with Facebook, il va être redirigé vers la page login de Facebook. Donc, ce user va fournir son login et son mot de passe. Il va fournir ça donc à Facebook. Une fois le login et le mot de passe sont corrects, donc le serveur d'autorisation, il va demander le consentement de l'utilisateur Facebook. On appelle ça donc consent page. Alors, consentement, ça veut dire quoi? Il va demander à cet utilisateur, est-ce que tu es d'accord pour que cette application Facebook Analyzer accède en read only, en lecture seule, à tes posts. Donc, s'il est d'accord, il va donc dire OK. Alors, s'il est d'accord, l'end user, l'utilisateur Facebook, automatiquement, le serveur d'autorisation de Facebook, il va envoyer en retour à l'application Facebook Analyzer, il va lui envoyer quoi? Un access et un refresh token. Alors, l'access token, on en a déjà parlé, c'est comme le token JWT, c'est pour pouvoir accéder aux API de Facebook en lecture seule, bien sûr, là. Et le refresh token, on va en parler par la suite lorsqu'on va parler de key clock. Alors, c'est quoi ce refresh token? Lorsque le token, l'access token est expiré, on va envoyer un refresh token pour avoir un autre access token qui n'est pas expiré, voilà, qui est valide. Donc, on verra ça, donc la question de refresh token par la suite. Alors, une fois on a reçu notre access token, l'application Facebook Analyzer va pouvoir maintenant appeler la méthode ou bien appeler l'API donc GetPost qui est donc géré par le Facebook Resource Server. Donc, lorsque on appelle cette API, on va transmettre dans le header, on va transmettre quoi? Notre access token pour avoir l'accès à l'API. Donc, une fois le Facebook Resource Server a reçu cet access token, il ne va pas répondre directement le Facebook Analyzer, on va faire une autre étape de validité, de vérification. Donc, sixièmement, donc, on va vérifier la validité du token reçu, ce token-là, auprès de qui? Auprès de Facebook Authorization Server. Donc, on va dire au serveur d'autorisation, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est toi qui as fourni cet access token à cette application Facebook Analyzer pour accéder? Donc, s'il dit oui, c'est bon, le token il est valide, c'est bien moi qui ai fourni ce token, c'est bon, alors maintenant, le Resource Server va répondre, va envoyer les données demandées à notre
application Facebook Analyzer. Et donc cette application va exploiter ces données reçues pour émettre des états, des reports, etc. Et enfin, maintenant, notre Facebook user il va pouvoir consulter ces états et c'est fini. Donc voilà, donc en gros, les étapes d'un flux classique de O2. Donc c'est pratiquement plus ou moins toujours ces étapes qui se produisent lorsqu'on a une authentification avec O2. Voilà. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler du protocole OpenID Connect. Alors, c'est quoi le OpenID Connect? C'est un protocole qui est basé sur O2. Donc, vous avez ici le schéma. Donc, nous avons le protocole HTTP. Au-dessus, nous avons le protocole OAuth2. Et notre OpenID Connect, c'est un protocole qui est basé, ou bien qui se greffe, qui est basé sur le protocole OAuth2. Donc, ici, OAuth2 fournit donc un protocole d'autorisation et OpenID Connect, il ajoute la couche authentification. Alors, la différence entre autorisation, ça veut dire on a accès, on peut autoriser. Quelqu'un a accédé, et authentification, c'est veut dire si vous prétendez être Monsieur X, on va s'assurer que vous êtes bien ce qui vous prétendez être. Ça veut dire, est-ce que vous êtes bien le user qui est connecté. Ça c'est l'authentification. Donc en plus, donc avec O2, il nous manque la couche authentification. Donc c'est pour cela qu'on a créé OpenID Connect. Alors avec OpenID Connect, donc on fournit l'authentification à travers ce qu'on appelle un ID token, qui contient un ensemble d'informations sur le user, son adresse, son email, etc. En plus des informations concernant le user, on a ce qu'on appelle les claims, ou bien les revendications. Les claims, ce sont des informations spécifiques qui concernent l'identité de l'utilisateur. C'est des informations spécifiques à l'identité. Alors, la seule différence ici entre OpenID Connect et O2, c'est qu'avec OpenID Connect, la requête initiale a un scope spécifique. Donc, dans la requête initiale, nous avons un scope spécifique qu'on appelle OpenID. Dès que je me connecte, initialement, le premier scope que j'envoie, c'est OpenID. Et avec ce scope, je vais recevoir en retour un ID token. Ensuite, à la fin de l'échange entre le client et le serveur, donc le client va recevoir ce qu'on appelle deux choses. On va recevoir l'access token, ça c'est déjà classique, ça c'est l'autorisation. Et en plus de l'access token, nous avons un autre token qu'on appelle ID token. Donc nous avons deux choses, nous avons l'access token et l'ID token lorsque nous utilisons l'OpenID Connect. Alors, c'est quoi l'avantage d'utiliser l'OpenID Connect? Pourquoi l'OpenID Connect est-il important? La première chose, on a dit tout à l'heure que O2 manque un composant d'authentification. Donc ici, cette couche-là, OpenID Connect, va compléter la solution en offrant une solution d'authentification. En plus, si j'implémente l'OpenID Connect au-dessus de O2, donc on va assurer une stratégie IAM. Ça veut dire quoi? Une stratégie Identity and Access Management. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire j'utilise ici O2 pour l'autorisation. En plus, je vais utiliser OpenID Connect pour l'authentification.
Donc ici dans l'intersection, j'ai deux choses. J'ai donc l'identity qui est fournie par OpenID Connect et l'access qui est fourni par O2. C'est pour cela tout à l'heure que lorsque, à la fin de l'échange, on reçoit deux choses, l'access token et l'ID token. D'accord? Donc nous avons les deux ensemble si j'utilise OpenID Connect. Donc en plus, OpenID Connect, il standardise les scopes, c'est-à-dire avec O2, les scopes ça peut être n'importe quoi, mais si j'utilise OpenID Connect, il y a des scopes standards qu'il faut utiliser, tels que OpenID, ça c'est le scope initial pour recevoir un ID token. Email, ça veut dire si je veux recevoir l'email, je vois email, profil, etc. C'est-à-dire l'ensemble des scopes est standardisé avec l'OpenID Connect. En plus, si j'utilise OpenID Connect, je vais utiliser un standard qui est JWT, dont on a déjà parlé lors de ce cours, le JSON Web Token, qui est un standard utilisé avec OpenID Connect. Alors que si j'utilise O2, je peux utiliser n'importe quel token. Je ne suis pas obligé d'utiliser le JSON Web Token. Et enfin, l'OpenID Connect offre un endpoint standard qui est /userinfo. Donc, à chaque fois où un fournisseur implémente bien un serveur implémente OpenID Connect, il est obligé de nous fournir un endpoint qui est /userinfo qui nous fournit toutes les informations sur notre user. Voilà.